Tout à l'heure, quand vous allez visiter les stands, et surtout le stand de la CIRAT, vous verrez les images des zones défavorisées avant et ce que ces zones-là sont devenues aujourd'hui grâce aux réalisations du PAG. Voici le stand de la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Ici, le visiteur en apprend davantage sur les réalisations du gouvernement en termes de voirie urbaine, entre autres. Je donne aussi pour l'exemple la rue qui part de Ciné-Concorde pour qui rejoint la route inter-État. Cette route-là, il y a 6 ans, c'est un bas-fond, tout simplement. Ça n'a pas un autre nom, c'est un bas-fond. Aujourd'hui, c'est une route entièrement bitumée, aménagée de façade à façade, éclairée de bout en bout. Et ça, c'est en même temps des voies de contournement s'il y a embouteillage sur la route inter-État. Et si le visiteur pousse sa curiosité encore plus loin, il peut définitivement être fixé sur quand sortir ces poubelles pour ne plus louper les éboueurs de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Les jours, c'est le lundi et le jeudi dans certaines zones. Dans la zone de type, dans le deuxième type de zone, c'est le mardi et le vendredi. Et chez certains, c'est le mercredi et le samedi. Donc 3 zones, 2 jours de passage par semaine en fonction de votre zone. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies par résolution du 17 décembre 1985, la Journée mondiale de l'habitat en est à sa 37e édition cette année. Et on parle à présent de rénovation des palais royaux du Bénin. L'annonce est faite dans le programme d'action du gouvernement. L'exécutif, au cours du récent Conseil des ministres, a annoncé le démarrage des travaux. Dans un entretien accordé à la presse, le porte-parole du gouvernement revient sur les particularités de ce projet. Wilfried Leandre Ngbeji est au micro de Ricardo Loïc Kwekou. La dimension historique, patrimoniale, touristique du palais royal de Niki et de tout ce qui va autour avec la reine de la Gani commande justement que nous fassions aujourd'hui un travail ambitieux. Et c'est pour ça que si vous avez une idée de ce qui est projeté, déjà vous aurez ce palais totalement transformé, modernisé, agrandi. Vous aurez une arène de 3500 places avec parking pour au moins 300 véhicules, c'est ce qui est projeté parce que dans les périodes fastes où la Gani se tient, vous y avez été, j'y ai été par le passé, chacun sait très bien que les conditions autour ne sont pas si agréables. Dans quelques années, vous verrez que ce sera totalement transformé. Et les prochaines éditions de la Gani ou les démonstrations équestres, lorsque le projet aura abouti, nous donnerons la satisfaction attendue après la réalisation de ce projet. Il y a chez le président Patrice Talon que quand il s'est engagé à faire quelque chose, quand il vous a promis quelque chose, il considère que c'est un engagement et il doit le tenir. Le président avait annoncé effectivement cette réhabilitation, modernisation du palais royal de Niki. L'empereur de Niki lui-même a eu l'occasion de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État, je crois qu'on était en 2017, et il lui a confirmé que cela entrait bien dans le cadre de son programme. Et ça intervient maintenant. Moi, je suis plutôt heureux parce que le processus était en cours depuis. L'annonce intervient alors que dans quelques jours, il va y avoir cette nouvelle édition de la Gani. Je suis convaincu que l'état d'esprit autour de cette Gani sera déjà tout autre et que dans 2-3 ans, ce sera davantage autre effervescence. Vous l'avez sans doute compris, c'est un rêve longtemps nourri par les populations qui va se concrétiser à Niki, cette commune du département du Borgou, qui va assister à la rénovation du palais royal du Sinaboko, un palais royal qui va être reconstruit pour quitter son état d'exécuté, et de même, la place des fêtes qui accueille une foule à l'occasion des événements va bientôt être plus spacieuse pour le déroulement convenable des démonstrations équestres. Une nouvelle qui ne manque pas de susciter l'engouement et la réjouissance au sein de la population. Au lendemain de cette importante décision, une équipe de notre rédaction est descendue sur le terrain. Suivons ensemble la collecte faite par Abdoulaye Idrissou et Bertin Adini. Très bientôt, et sans pour autant passer à la désuétude, ces symboles du palais royal de Niki serviront certainement à autre chose.
Le Sinaboko sera appelé à les abandonner pour un nouveau palais plus coquet. Patrice Talon et son gouvernement qui portent le projet viennent de faire un pas de plus dans sa concrétisation à la satisfaction des populations de la cité impériale qui s'impatientaient déjà. La plupart du temps, lorsque nous ouvrons notre micro, les gens se disent mais depuis, on nous a dit le palais va être construit, le palais va être construit. Ce n'est pas fait jusqu'à présent. Les procédures ont paru vraiment prendre du temps, mais je crois que nous sommes arrivés au moment où vraiment nous pouvons dire Dieu merci. Par ce geste-là, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État et son gouvernement pour avoir pensé à nous et être en train de concrétiser sa promesse. Le palais royal et l'arène de la Gani sont les deux grandes infrastructures que le gouvernement veut réaliser sur ce site d'une vingtaine d'hectares. Lors de notre rencontre avec les cavaliers, nous avions évoqué ce que cette construction peut amener comme changement dans la ville de Niki. Donc on leur a conseillé de faire un effort pour entretenir les chevaux plus. Nous tous nous sommes contents pour la construction du nouveau site, pour l'arène de la Gani. Avant on est coincé trop. Lors de la Gani, si les étrangers viennent là, il n'y a plus de place. Là où les cavaliers vont faire la course de leurs chevaux. La cour impériale sonore de l'initiative du gouvernement. Si on vole, les travaux se feront à moitié. Ce que ni le gouvernement, encore moins l'empereur de Niki et tout le Baruntém ne peuvent admettre sous aucun prétexte. Et on traite toujours de cette décision à la cour impériale de Niki par la voix de son premier ministre, le Sinaboko. L'empereur de Niki exprime ses gratitudes au président Patrice Talon et à son gouvernement sur des propos recueillis par Abdoulofou Idrissou et Bertin Adimi. Le Sinandouiro salue la récente décision du Conseil des ministres et en profite pour présenter quelques doléances. Suivons ses propos. Si aujourd'hui le Conseil des ministres prend la décision de démarrer les travaux, c'est une grande joie qui nous anime. Ça démontre combien de fois notre culture est valorisée. Ça démontre que le gouvernement est en train de s'intéresser beaucoup plus à la chefferie traditionnelle. Le gouvernement est en train de prendre en compte les charges, les problèmes de la chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, c'est Niki. Demain, ça peut être une autre localité. Que l'entreprise qui sera en charge de réaliser ces travaux, en premier lieu, pense à la main-d'œuvre locale. On en a très disponibles, des diplômés. Je vais demander à tous ceux qui auront cette chance de travailler dans ce chantier et aussi à la population à qui on va proposer les matériels de ce chantier d'être très vigilants et de signaler très tôt. Si les gens achètent ce matériel, si on vole, les travaux se feront à moitié. On risque de regretter tous. Donc je demande une grande vigilance à toute la population de Niki. Aux ouvriers qui seront recrutés, d'avoir l'œil vigilant sur les travaux et sur tous les mouvements qui vont se passer sur les chantiers durant toute la période. Et dans un tout autre registre, à présent, on évoque, comme je l'annonçais en titre, la première session des membres de l'autorité de régulation de la santé, une session tenue du 26 au 30 septembre dernier, avec au cœur des échanges des décisions structurelles pour renforcer la base de l'ARS. Suivi en substance le point avec le président Lucien Dossou-Bété au micro de Koudous Abdoulaye et Louis Koudogba. Pour nous, la priorité, c'était de mettre en place les bases, les fondements même de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Et dans ce cadre-là, on a adopté les textes structurants de l'ARS. C'est la vision, c'est le règlement intérieur, c'est la charte qui dit comment nous devons nous comporter. C'est aussi décider que l'ARS, en tant que structure, va aller chercher une certification par un organisme international. Ce qui permet de garantir que nous, en tant que structure, nous fonctionnons en respectant des règles bien strictes. C'est aussi que nous avons adopté
le planning de toutes nos sessions jusqu'en décembre 2023. Comme ça, chacun se planifie bien et on peut faire ce long terme. Il y a aussi la déclaration de lien d'intérêt, qui veut dire que chacun de nous doit déclarer par écrit tous les liens d'intérêt qu'il a. Donc à côté de ces textes structurants, nous avons tenu des séquences de réflexion sur certains domaines d'intervention de l'ARS. Et là, nous avons effectivement eu à travailler sur la certification des établissements de soins au Bénin. Nous avons travaillé sur la politique de prévention des conflits d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts. Nous avons travaillé aussi sur la télémédecine et nous avons aussi poussé nos réflexions sur les procédures qui vont gouverner les relations que nous avons entre l'ARS et les autres parties prenantes du secteur de la santé. Troisième grand domaine où nous avons travaillé, c'est la collecte et l'actualisation de certaines données portant notamment sur l'état des lieux du secteur de la santé à date, les actions prioritaires à faire dans le secteur de la santé et les attentes du ministère de la Santé au niveau de l'ARS. Et puis enfin la définition du panier de soins de base, qui est un élément fondamental de l'assurance maladie. Et nous avons en fait émis un avis sur la loi 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Donc cette loi est en relecture à l'Assemblée nationale, dont nous avons aussi pris du temps pour regarder et y trouver des éléments qui peuvent permettre une amélioration de cette loi pour que le secteur sanitaire se porte encore mieux et que les populations puissent être encore mieux soignées. Et autre aspect à aborder également pour une meilleure forme du secteur sanitaire du Bénin, il s'agit de la manipulation des données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Elle doit se faire en respectant le code du numérique. Une formation est d'ailleurs initiée dans ce sens du 4 à partir de 2 mai donc jusqu'au 7 octobre 2022 à Cotonou au profit des acteurs de santé du privé. Dans l'élément que vous allez suivre, le président de l'ARS invite les acteurs privés à prendre part massivement à cette formation pour éviter d'être en marge du code du numérique du Bénin. On le suit. Le souhait de l'autorité de régulation du secteur de la santé est que toutes les pratiques se passent dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité pour tous les patients. Et au-delà du soin lui-même, et nous avons dans nos formations sanitaires l'habitude de manipuler des données à caractère personnel. Et pour que ceci soit fait dans les règles de l'art ou conformément à la loi, l'autorité de protection des données à caractère personnel a initié une formation qui doit démarrer demain au Golden Tulip, donc du 4 au 7 octobre 2022. Et je voudrais inviter les acteurs du secteur privé à s'inscrire massivement et à participer à cette formation qui doit leur apprendre comment se mettre en règle avec le code du numérique pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Après discussion avec le président de l'APDP, et là je le remercie très sincèrement, et nous avons obtenu une réduction de 50% sur le coût de participation pour faciliter la participation des acteurs du secteur privé, en sachant qu'un effort sera fait aussi pour aménager l'agenda dans la mesure du possible pour ne pas le tenir éloigné de l'information sanitaire 4 matinées d'affilée. C'est important parce que ça contribue aussi à la qualité des soins délivrés aux populations. Parlons du coton africain à présent. Le Bénin titille déjà 800 000 tonnes en termes de rendement dans la production de cette denrée. Une réorganisation du secteur et plusieurs autres facteurs ont permis d'aboutir à ces résultats qui tiennent à distance les autres pays du continent. Interrogation à présent, jusqu'à quand? Marcel Arrossi a interrogé les principaux acteurs du secteur et le ministre en charge de l'agriculture. Voici leur réponse. Je reste rassuré que cette position confortable, le Bénin va maintenir pendant longtemps lorsque les agriculteurs vont comprendre que
nous avons de la valeur à gagner en développant cette filière qui est une filière locomotive. Ce sur quoi nous devons tabler, c'est que nous pouvons pousser les emblavures jusqu'à 700 000 hectares sans compromettre les autres productions céréalières ou vivrières. Mais si sur ces 700 000 hectares, nous arrivons à intensifier, à utiliser, à traiter chaque pied de cotonnier comme une fleur ou comme un produit de jardin, il n'y a pas de raison de ne pas avoir 2 tonnes, 2 tonnes 5 à l'hectare. Le potentiel des variétés que nous développons, c'est 3 tonnes 5, 4 tonnes même. Aujourd'hui, nous courons après 1 tonne 5. Et même si nous avons 1 tonne 5, jamais dans l'espace ouest africain, on a titillé 800 000 tonnes, 900 000 tonnes. Aujourd'hui, le Bénin titille 800 000 tonnes de coton. Et nous irons à 1 million de tonnes de coton plaise au ciel. Comme on est premier, on compte vraiment y rester parce que nous allons continuer à intensifier les actions qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. Donc c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec le ministre. Si nous arrivons à pousser le rendement, même en étant à 700 000 hectares, si nous pouvons pousser le rendement à 1 tonne 5, 2 tonnes, c'est sûr qu'il y a très peu de pays qui peuvent atteindre cette performance. Notre ambition, c'est de rester premier. Et notre ambition également, c'est de pouvoir trouver des modèles de potentiel où nous allons produire le meilleur rendement au champ, le meilleur rendement à l'égrenage, parce que l'égreneur, si l'égreneur ne trouve pas son compte, il ne va pas rester aussi. Donc, et également, la meilleure qualité de fibres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant qu'il y a des communes où des producteurs sont à 600 kg. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'amener tout le monde à une moyenne nationale autour de 1500. Si déjà, pour la même variété, des producteurs sont à 3 tonnes 600, je vous dis, ils sont à 3 tonnes 600. Quand vous allez à Kalalé, il y a un producteur qui est à 3 tonnes 600. Quand vous allez à Malanville, le président UCOM de Malanville, l'année dernière, a fait 3 tonnes 100 à l'hectare. Donc c'est possible. Parlons politique à présent avec la Commission électorale nationale autonome qui a convié ce lundi matin les partis politiques à une séance d'échange et d'information. Une rencontre au cours de laquelle l'institution en charge de l'organisation des législatives a dévoilé son chronogramme d'activité comme l'indique la loi. L'essentiel à retenir des échanges avec Rachidatou Biomaman et Evariste Zomaon. 2 temps forts ont meublé cette rencontre voulue participative par la Commission électorale nationale autonome. La démocratie est l'affaire de tous. Elle n'est pas univoque. Elle se doit d'être la plus participative possible. En tout cas, la Sénat nouvelle formule se veut crédible, donc transparente, inclusive et équitable. Dès la rencontre, le chronogramme mis en exécution depuis le 21 février 2022 est présenté aux partis politiques. Le processus de gestion des déclarations de candidature également. En réaction à ces différentes communications, quelques préoccupations et appréhensions exprimées par les représentants de partis politiques. C'est quelle pièce on veut aller aux élections? Je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, la Sénat n'a rien dit. C'est la carte d'identité ou bien CIP, ou bien c'est quoi? Sur 12 pièces que vous avez demandé aux partis politiques. Comparaison pour comparaison, il n'y a que 3 pièces qui sont prévues conformes dans le code. Les 9 autres, je voudrais que vous nous expliquiez. Il y a des électeurs qui n'ont aucune carte d'identification, aucune carte d'identification à la date d'aujourd'hui. Mais avec quoi les électeurs seront-ils identifiés? Je me sens complètement à l'aise et heureux quand je vois le contenu des questions et de vos préoccupations. Il y a le pressentiment que jusqu'au 8 janvier, les choses vont se passer très bien. Les dossiers de candidature devraient parvenir à la Sénat au plus tard le 2 novembre à 0h. La campagne électorale se tiendra du 23 décembre au 6 janvier 2023 et conformément au chronogramme électoral, les résultats des législatives de 2023 devraient intervenir le 11 janvier.
Et parmi les participants à cette rencontre ce lundi matin avec la Sénat, Jacques Ayadji, président du Mouel Bénin, un parti qui dédiait ou consacrait la journée de dimanche dernier à remobiliser les militants et sympathisants de la 9e circonscription électorale, installation de coordination communale, appel à l'engagement et bien d'autres tableaux ont meublé ces rencontres. Le point nous est fait ici par Jennifer Sachivi et Jean Nobima. 3 communes parcourues, 3 coordinations communales prêtes pour les législatives de janvier 2023. Les fils et filles de Ouessé, Savet et Glazoué, militants du Mouel Bénin, n'entendent reculer devant aucun obstacle pour l'obtention de sièges à la prochaine législature. Nous avons pu relever plein de défis de par intermédiaire de l'équipe précédente. À cet effet, nous, le peuple de la commune de Savet en général et la nouvelle équipe de cette belle maison s'engagent de par mon autorité à continuer les aventures du parti Mouel Bénin. Nous sommes prêts à continuer et à pousser haute la mission du parti. Et pour réussir le pari, ténacité, détermination et concentration, malgré les défis, sont recommandés. Jusque-là, Mouel Bénin a décidé, a choisi de se comporter comme un enfant bien éduqué, un enfant qui travaille pour la cohésion de la famille, mais ces autres frères-là font le contraire. Et aujourd'hui, nous sommes en position ou en situation de légitime défense. Et vous verrez ce qui va se passer le 8 janvier 2023. Les militants et sympathisants de Mouel Bénin, dans la 10e circonscription électorale, ont été rassurés. Le parti milite surtout pour donner de la voix à toutes les couches de la société. Parlons à présent sécurité maritime et portuaire avec la CEDEAO qui outille les acteurs portuaires et maritimes de l'Afrique de l'Ouest sur le code ISPS et la mise aux normes des ports. Ceci au travers d'une session de formation qui connaît la participation de nombreux États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ils ont 2 semaines pour se pencher sur cette problématique de sûreté et de sécurité maritime. Le point avec Koudous Abdoulaye et Patrick Nimavo. Le défi sécuritaire, une préoccupation majeure partagée par ces acteurs portuaires de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont été conviés à cette session de formation pour apprendre davantage sur le code ISPS et actualiser leurs connaissances sur la mise aux normes des ports. Il sera non seulement question durant ce séjour-là d'apprendre ce qui est écrit dans les textes, mais aussi d'outiller les participants pour les bonnes pratiques de ces codes, afin d'aider les uns et les autres à participer à une lutte efficace contre l'insécurité sous toutes ses formes. La CEDEAO fait notamment de la sécurité des espaces maritimes son credo. Ces espaces drainent plus de 90% des flux des échanges commerciaux et jouent un grand rôle dans l'intégration économique des États. Un motif supplémentaire de l'engagement de cette institution sous-régionale. Pour la CEDEAO, la sécurité maritime a toujours été et restera toujours une priorité. Et la tenue de cette session de formation en est une preuve. Cette session se tient aussi effectivement sur les fonds propres de la CEDEAO. Donc cela veut dire que à quel point la CEDEAO tient à prendre en main cet aspect de sa sécurité dans le domaine maritime. Les participants auront 15 jours pour dynamiser le système intégré de sûreté et de sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Autre atelier de réflexion, cette fois-ci sur les stratégies de mise en œuvre du programme INSPIRE, entendez International Network for Social Protection Rights, INSPIRE 2022-2026, Afrique de l'Ouest. Il a connu son épilogue après des travaux qui ont duré du 26 au 30 septembre à Cotonou en présence de différents pays membres de l'organisation. Le point avec Génial Afouda Monsiagboka et Petroni Lokoso.
Fin de la rencontre sous-régionale entre pays ouest africains membres de International Network for Social Protection Rights, INSPIRE. Elle est organisée en partenariat avec l'ONG We Social Movement. Son objectif est d'élaborer des stratégies de mise en œuvre du programme INSPIRE en Afrique de l'Ouest de 2022 à 2026. Il y a 3 mots qui marquent vraiment ce que c'est INSPIRE. Un réseau thématique, un réseau multi-acteurs et un réseau bien structuré. Ce qui a réuni l'ensemble des acteurs dans ce réseau, que ce soit au niveau national, continental ou intercontinental, c'est une vision commune pour réaliser, revendiquer le droit à la protection sociale. Les réflexions visent entre autres à donner davantage de visibilité au réseau INSPIRE. Je voudrais remercier tous les participants, les représentants pays de INSPIRE qui ont pris l'engagement, n'est-ce pas, de travailler ensemble pour que, au terme de 2026, que nous puissions retrouver des INSPIRE plus forts dans la question de protection sociale. Les pays membres du réseau INSPIRE sont le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal. Et une page culture à présent dans cette édition avec 7 œuvres d'art qui va être envoyée en orbite autour de l'Afrique en décembre prochain. Il s'agit de la toile intitulée Memory of Today, Memory of the Future, réalisée par l'initiative de l'AAD Fund, entendez African Artists for Development. Samedi dernier, l'œuvre réalisée au Bénin par 3 artistes sélectionnés par un jury international a été dévoilée au public. Retour sur ce vernissage avec Nicanor Kovi et Patrick Niemavan. 1, 2, 3. La voici dévoilée au terrestre avant d'être vue dans l'espace. En décembre prochain, cette toile Memory of Today, Memory of the Future va s'envoler vers la flotte Meteostar Third Generation, bien en vue sur un lanceur Ariane 5. Pour l'ASAP, à l'initiative de ce projet, les grandes espérances sont devenues un joyeux contentement. L'œuvre est exposée en même temps que les esquisses individuelles des 3 artistes qui l'ont signée. Chacun, à travers son univers, y a laissé son empreinte, comme le parfumeur congolais Michel Ekeba, qui vivait déjà dans l'espace en imaginant et en créant des combinaisons d'astronautes. C'est important parce que les combinaisons des sculptures d'astronautes, c'est à base de recyclage du matériel électronique. Et le matériel électronique est issu du coltan, qui crée des guerres dans mon pays. Et pour moi, c'est important de toutes ces dégradations électroniques, ces déchets électroniques qui saturent les villes, et d'en faire passer un message. Ils ont donc dessiné une Afrique cosmique, une espèce de cartographie cosmique d'une Afrique universelle, qui est véritablement un message qui s'adresse à tous. C'est une réflexion, aussi un appel à se réveiller les consciences sur le réchauffement climatique et comment demain nous pourrons vivre ensemble. Le Bénin n'est qu'une étape sur la route de Memory of Today, Memory of the Future, et le projet ASAP, qui en est à l'initiative, veut garder la tête dans les étoiles. Le Bénin est le premier pays africain à dévoiler la toile. Et ce qu'on aimerait bientôt, alors évidemment il faut qu'on travaille davantage avec des physiciens, c'est que l'œuvre d'un sculpteur africain soit un jour déposée sur la Lune. Jusqu'au 15 octobre prochain, l'œuvre est à voir du lundi au vendredi à la Fondation Claudine Talon. Fin ici donc de ce tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h30 Rachida Biomoment pour la grande édition de la nuit. Bonsoir chez vous.